Contre l'armée briseuse de grève, nous apporterons notre soutien aux luttes des soldats. Un film est réalisé par des copains. On le fait circuler sous le manteau dans les casernes pour populariser les revendications de l'appel des 100. Notre slogan, c'est « Camarade, sous l'uniforme, tu restes un travailleur ». Aujourd'hui, ils sont plus de 5000 à avoir signé cet appel, malgré des risques réels de répression. Nous n'avons pas honte de nos idées. Malheureusement, à cause de la répression, nous sommes obligés de parler masqués. Nous réclamons notre incorporation dans notre région. Des insultes au chantage aux permissions, des pompes aux marches forcées, tout est fait pour nous humilier et nous casser. Nous sommes tous éloignés de nos familles, pour la plupart de leurs femmes, de leurs fiancés, de leurs petites amies. Il y en a marre. L'adhésion que leurs idées rencontrent permet à Robert et à ses amis d'aller plus loin et d'organiser l'impensable, la première manif d'appelés. Manifestation sans précédent hier dans les rues de Draguignan de 200 jeunes appelés du 19e régiment d'artillerie. Les jeunes soldats qui ont distribué des tracts réclamaient plus de liberté et l'amélioration des conditions d'incorporation. Derrière les murs des casernes, dans les camps, attention l'armée. Il y a des commandos qui s'entraînent, il y a des fusils qui sont chargés. Nous avons défilé dans cette roue principale de Draguignan. On a fait demi-tour et la population qui applaudissait, sans comprendre ce qui se passait exactement. Il y a des civils qui nous rejoignent, qui manifestent avec nous. C'est l'étonnement et l'approbation générale. Et donc on fait le tour de la ville et puis on revient tranquillement vers la caserne. Je pense d'abord qu'il n'y avait pas 200 jeunes appelés, d'après les renseignements qui m'ont été communiqués. Il y avait également, probablement, parmi les personnes qui étaient là, un certain nombre de manifestants professionnels. Les incidents ne sont pas spontanés, ils sont préparés avec soin et minutie par des organisations qui ont décidé de s'attaquer à l'institution militaire. Là, ce que je peux vous dire, c'est que l'institution militaire se défendra. Dès le lendemain, on était quasi kidnappés dans la caserne. Je suis interrogé, je sais pas, presque 2 heures par un gars de la sécurité militaire, auquel je dis évidemment rien. Et moi, je suis envoyé au camp militaire de la Courtine, au Massif central, transporté en voiture dans la journée, comme un bandit de grand chemin, quoi. Mon chéri, encore une journée jalonnée de coups de téléphone pour obtenir des renseignements. Je dois rappeler demain. Et s'ils ne me disent pas où tu es, je finirai par le savoir. Est-ce que tu es aux arrêts? Tout cela ne me semble pas très clair. On nous raconte des histoires, on est sans nouvelles. Je t'ai fait une revue de presse sur la manif de Draguignan. Des copains m'ont dit qu'elle a été filmée par la télé, mais le reportage a été censuré. Je pense à toi, je t'embrasse beaucoup, 1000 fois. Marie-Paul. Dans les casernes, la nouvelle a circulé, malgré la censure. Robert Pelletier, Alex Taurus et leurs camarades ont été arrêtés à quelques mois de la fin de leur service. Ils sont mis en prison, comme des criminels. Pour avoir manifesté en uniforme, l'armée leur fait un procès, devant un tribunal composé de militaires. Ils risquent des peines de prison ferme. Tout le monde a bougé, quoi. Je veux dire, c'est une nouvelle qu'on peut faire passer dans les journaux. Et puis ça voulait dire qu'il allait être jugé. Libérez Pelletier et ses camarades. Libérez Pelletier et ses camarades. Libérez Pelletier et ses camarades. Libérez. Donc on arrive au procès dans cette ambiance quand même de riposte importante. Donc début janvier 75. La presse va être là, la télé, la radio. Pour moi, ce procès, c'était un moment où j'ai pu dire sur l'armée tout ce qu'on avait, en tant que militant, envie de dire, et on pouvait le dire publiquement. Le tribunal n'était absolument pas à la hauteur de leurs attaques. C'était incroyable, ils se déculottaient littéralement. Et le procès qui nous est fait, c'est finalement ça se termine, bon ça sera dit d'ailleurs, c'est le procès de l'armée plus que notre procès à nous qui va avoir lieu. C'était quand même un moment de l'histoire qui avait eu lieu là. En tout cas nous on est fiers de ce qu'il a fait. Hein. Pour moi c'est assez énorme quoi. Parce qu'il faut quand même avoir un moral d'acier pour faire ça. Il fallait être costaud quoi. Alex Taurus est relaxé, mais Robert Pelletier est condamné à 12 mois de prison, dont 8 avec sursis. Quand il finit son service, son casier judiciaire l'empêche de rentrer à l'éducation nationale,
comme il le souhaitait. C'est le prix à payer pour son engagement. Cette expérience douloureuse signe aussi la fin de son couple. C'est vrai, Marie-Paul, c'était elle qui me reliait à la vie, quoi. Et je pense qu'à contrario, je pense que moi, j'avais beaucoup de mal à transmettre ce que moi je vivais. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce de sens unique à notre relation, je pense. Et je pense qu'il y a aussi, ça c'est plus difficile à dire, mais il y a une espèce de... Tu sais, à chaque fois que tu acceptes une forme d'oppression, il y a une difficulté à le reconnaître. C'est-à-dire que je pense que j'aurais eu du mal à dire qu'on marchait ou pas, que quand on nous hurlait dessus, qu'on disait de courir, on courait, de sauter, on sautait. Tu vois, accepter cette répression violente, je pense qu'on aurait eu du mal de toute façon à le dire. En dehors de caserne, les choses commencent à bouger. En 1974, après l'élection de Giscard, on obtient la majorité à 18 ans et la légalisation de l'avortement. Et alors, est-ce que vous allez l'utiliser, cette majorité? Pour le vote, non, ça non. Et pour le mariage, par exemple? Pour le mariage, oui. Oui. On est nombreux à passer le bac et à faire des études supérieures. Quand on a 22 ou 23 ans, juste au moment où on cherche un boulot, faire son service, c'est vraiment du temps perdu. Sous la pression, l'armée a fini par évoluer. Le service passe à 12 mois et les femmes peuvent le faire, si elles sont motivées. On est un peu mieux payé et on peut même lire Charlie Hebdo dans les chambrées. Et Coluche est libre de ridiculiser l'institution sans être poursuivi. J'ai raté mon certificat d'études. Et puis alors, j'ai travaillé et puis j'ai été apprenti 14 fois, je crois. Après ça, j'ai fait mon service militaire. C'est un truc, à un moment, ils t'appellent pour faire la guerre. Et il n'y a pas la guerre, tu vois. Enfin, au départ, ils se foutent de ta gueule, mais tu fais comme si c'était pas vrai, tu vois. Et alors, tu es censé apprendre à faire la guerre aux Russes, en plus. C'est vraiment lamentable parce que les Russes, ils t'apprennent, les mecs, ils sont 10 fois plus équipés que toi et que tu n'as vraiment pas intérêt à y aller. C'est secret militaire, je t'explique ça, bon. Avec l'arrivée de la gauche en 1981, les tribunaux militaires disparaissent et le statut d'objecteur de conscience devient plus facile à obtenir. Même s'il faut toujours donner une année de plus que... C'était une contrainte, en fait, le service militaire. Et j'étais, en fait, dans l'optique de me dire, plus vite ça sera fait, mieux ça sera, quoi. Comme j'avais pas d'idée précise sur ce que je voulais faire au niveau professionnel, je me suis dit, bon, commençons par ça, et puis après on verra, quoi, en fait. Donc moi, c'était la première fois, en fait, je veux dire, que je me retrouvais dans une certaine promiscuité masculine, en fait. Et c'est vrai que, bon, ayant un ressenti, je veux dire, enfin, étant attiré par les garçons, il est vrai que ça m'a, comment dire, un petit peu soulevé certaines choses en moi, quoi. Et en même temps, tout en essayant de cacher cette homosexualité. Effectivement, il y a les douches, quand même, où on sent quand même parfois des regards qui sont particuliers, quoi. Il y a au moment du coucher où il y a quand même quelques perceptions de cela. Pour faire le pli correctement, vous superposez bien les deux coutures et vous écrasez le pantalon ferme. Vu? Il faudra lui redonner un coup parce que les élastiques ont fripé ce matin. Hein. Veste. Chez les gradés, en fait, au niveau du langage, c'est vrai que ça revient très souvent, quoi. Ce langage qui fait référence quand même à une certaine homophobie. C'est-à-dire l'homosexualité étant considérée comme le fait parfois d'être un sous-homme, quoi. Ça, c'est quelque chose que l'on entend parfois très très souvent, mais sous couvert parfois certains de refoulement d'homosexualité. On est tout le temps là-dedans, tout le temps dans le rapport de force, dans la démonstration, dans les allusions sexuelles en permanence. Moi, je me souviens que quand on a mis notre calot, une sorte de képi comme ça, il y avait un sergent-chef qui nous disait... très content de lui, il répétait ça sans doute à chaque fois. Et tu disais, le calot qui était comme ça, il dit le calot doit être fermé, ce n'est pas un vagin. Et quand on entendait ça, à la fois on était consternés d'entendre ce truc-là, à la fois on rigolait, mais en même temps, si c'est pas possible, il dit ça, il est sérieux, quoi. Vraiment, la fois où je me suis rendu compte que j'étais dans un autre univers, c'était au bout de 2-3 jours, on était tous en uniforme kaki, les rangers, tout calot, tout, on était peut-être 200. Il y avait au haut d'un escalier, il y avait un lieutenant-colonel qui était là,
imperturbable, César qui regarde ses troupes. Et devant lui, en revanche, il y avait un sergent, je pense, qui faisait les 100 pas, et qui, lui, qui était en colère. Vraiment, mais qui était en colère, ça sentait qu'il fallait que ça sorte, quoi. Et il nous dit, messieurs, vous vous prenez pour des soldats, vous n'êtes que des gonzesses. Comment? Comment? C'est la première fois que j'entendais ça, je disais, c'est pas possible. En plus, pour lui, gonzesse, bien sûr, c'est une insulte, quoi. Vous ne portez pas des uniformes, mais des tutus. Et vous osez vous présenter comme ça devant le colonel, mais c'est une honte! L'homophobie m'a paru vraiment comme une bêtise hallucinante, quoi, au sein de l'armée. Enfin, bien sûr, c'était bête aussi avant que j'intègre l'armée, hein, le sentiment, mais là, je trouvais que ça atteignait des records de bêtises, quoi. Et contrairement à ce qu'aurait pu jouer chez certains, un traumatisme, le fait d'entendre systématiquement des insultes envers les gens qui sont homosexuels comme moi. Moi, justement, ça m'a donné plus l'envie de m'éloigner de ce monde imbécile, quoi, et d'assumer encore plus mon homosexualité par la suite, quoi, en fait. À ce moment-là, juste derrière moi, j'ai entendu rire un type que je ne connaissais pas. Le rire du sergent, la folle du régiment, la préférée du capitaine des dragons. Dans les rangs, se faire traiter de pédé par nos gradés reste une insulte courante. Au milieu des années 80, un fait divers sordide vient ébranler leur certitude. Depuis le début de la décennie, à Mourmelon, 5 jeunes appelés ont disparu mystérieusement. C'est là que Christophe va effectuer son service militaire. Quand il y a des gens qui ne revenaient pas, par exemple, d'une perme ou qui ne revenaient pas d'une soirée, les rumeurs couraient très très vite dans la salle, hein. On était 40 dans une chambre, vous voyez, une seule chambre, 40 bonhommes. Hein. Donc ça allait très vite, on se disait, ça y est, il s'est fait enlever. Quand je ratais le camion qui nous emmenait à la gare, je faisais du stop pour y aller. Donc j'aurais pu me faire avoir aussi. En 1987, un 6e jeune disparaît. Cette fois, les journalistes s'emparent de l'affaire de Mourmelon. Ce soir, pour l'armée, Guy Antoniac sera déclaré déserteur. Cela fait maintenant 15 jours qu'il n'a pas donné signe de vie. Cette nouvelle disparition dans une région déjà réputée mystérieuse n'a fait qu'alimenter les bruits les plus fous. On ressort les vieilles affaires, quelques disparitions inexpliquées, presque tous des appelés. Ma mère, elle en avait entendu parler, mais c'est surtout ma grand-mère qui avait très très peur, qui se tenait très au fait de ce genre de choses, des faits divers, des choses comme ça. Bon... il y avait eu des échos dans la presse, mais c'était pas non plus la une des journaux non plus. Hein. Silence dans les rangs. La grande muette retrouve ses vieux réflexes. Loin de chercher à comprendre ce qui se passe, les officiers rejettent la faute sur les appelés. C'est tout simplement un garçon qui a, je pense, quelques problèmes d'ordre familiaux et affectifs. Et bon, donc c'est pas forcément surprenant. Je comprends pas parce que bon, il nous a jamais parlé d'une éventuelle désertion, il était content d'être ici, il avait tous ses copains. S'il aurait déserté, je pense qu'il aurait sûrement averti moi, sa mère et sa fiancée, puis qu'il a un enfant, puis il devait faire justement le baptême Soincy. Il y avait la version officielle, rien ne se passe. Et il y avait une version plus humaine, où les sous-officiers, notamment, nous disaient toujours « faites gaffe quand même, les gars ». On nous a donné des consignes de ne pas sortir le soir tout seul, surtout pas aller à la gare tout seul, etc., etc. Donc il y avait certainement une connaissance quand même, qu'il y avait des enlevés. Par contre, on ne savait pas que c'était un gars de l'armée, quand même. Hein. Quand le coupable est arrêté en 1988, on réalise que c'est un adjudant. Il enlevait, violait et tuait les jeunes appelés comme nous. L'armée ne peut plus nier. Elle n'a rien fait pour reconnaître cette tragédie. Elle a définitivement perdu la face. Oui, il y a eu des moments noirs, ouais. En fait, c'est une période de ma vie que j'ai voulu effacer. Je voulais pas... C'est une très mauvaise période, oui. Il y a eu des bons moments, mais la période en elle-même, je l'ai vécue comme une prison, comme une sentence. L'armée, c'était un tatouage non voulu. Hein. Ils ne pensaient pas, ces jeunes gens-là, mourir à 20 ans. Hein. Mais c'est mon petit coin à moi, avec Serge, puis les jeunes gens.